Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Je tiens d'abord à vous remercier au nom de l'association Sciences Po Monde Arabe d'être si nombreux ce soir et à nous excuser au nom de l'association et de l'administration pour les conditions un peu spéciales dans lesquelles on a dû organiser cet événement. Pour des raisons de sécurité exceptionnelles, les invités externes n'ont pas pu participer. C'est ce qui explique un petit peu le chaos qui a entouré l'organisation de cette conférence malheureusement. Je pense que vous pouvez tous voir qu'on est très motivés cette année pour organiser des événements de qualité et qu'on s'est battu pour que cette conférence existe. On est en train d'enregistrer la conférence qui sera retransmise sur le site internet dès demain. Donc je tiens évidemment à m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo sur internet et à m'excuser auprès d'eux de ne pas avoir pu venir à Sciences Po. Ça fait un petit peu partie de l'identité de Sciences Po Monde Arabe que de faire venir des personnes qui ne viennent pas à Sciences Po naturellement et les faire participer au débat. Et c'est regrettable qu'on ne puisse pas le faire ce soir, je tenais à le dire en mon nom. Je suis tellement désolé que j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Basile Rose, je suis le président de Sciences Po Monde Arabe cette année. En deux mots, je vais vous parler de l'association simplement, avant que Cynthia, notre secrétaire générale, ne vous présente nos invités. Sciences Po Monde Arabe, on existe depuis 2006 et ça fait donc un petit bout de temps qu'on organise des conférences ici à Sciences Po. Cette année, on va essayer de se développer autant que possible dans deux branches. D'abord, on va rester sur notre branche plutôt traditionnelle, politique, disons, en organisant des conférences à la fois thématiques et d'actualité sur le monde arabe. Et ça nous paraissait tout naturel de commencer par une conférence sur l'État islamique. Et ensuite, on va se développer avec un pôle plus culturel. C'est pourquoi vous avez tous des prospectus au sujet d'un événement qui aura lieu ici même demain soir, auquel je vous invite à participer si vous êtes étudiant à Sciences Po. Et en plus, vous êtes étudiant à Sciences Po, si le service d'ordre a bien fait son travail. C'est un événement qui aura lieu demain avec une troupe de théâtre palestinien. Et ce sera essentiellement un dialogue et ça promet d'être vraiment très intéressant. Il reste quelques petites places en interne, donc je vous invite à vous inscrire rapidement. Pour cet événement, il faudra donc s'inscrire. Voilà pour nous, en deux mots. Peut-être une petite conclusion simplement pour ceux qui n'ont pas déjà fait. Je suis navré de vous embêter avec ça, pardon. Mais à Sciences Po, on doit être reconnu pour pouvoir exister comme association au sein de Sciences Po et on compte sur vos voix. On n'a pas encore atteint les 120 votes, même si ça ne saurait tarder. Donc si vous n'avez pas déjà fait, je vous invite s'il vous plaît à voter pour nous pour qu'on puisse continuer à organiser ce genre d'événement. Voilà, je vais laisser Cynthia présenter nos invités. Alors bonjour à tous, donc je suis Cynthia Zeytoun, la secrétaire générale de Sciences Po Monde Arabe pour cette année. Donc aujourd'hui, la conférence État islamique en question. On a la chance d'avoir trois invités présents, trois intervenants spécialistes du sujet. On va commencer les interventions avec Monsieur Batigne. Donc Luc Batigne, vous êtes spécialisé dans les relations internationales et le renseignement. Vous avez commencé votre carrière dans des postes en administration centrale et ensuite des postes en attaché de défense, notamment en Syrie entre 2000 et 2003, au Liban entre 2006 et 2009 et en Irak entre 2009 et 2012. Et vous êtes également arabisant. Ensuite, on va poursuivre avec Monsieur Ayad, donc Christophe Ayad. Vous êtes un ancien de Sciences Po. J'espère que vous ne serez pas trop ému d'être là. Ça n'existait pas ici. Hein. D'accord, on va savoir, il n'y a aucune attache. Donc aujourd'hui, vous êtes chef du service international du journal Le Monde, ce depuis le mois de mai. Et vous avez reçu plusieurs prix, notamment le prix Albert Londres pour vos enquêtes sur l'Irak et le Rwanda en 2004. Et enfin, on finira avec Madame Benrad, Myriam Benrad. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Irak. Vous êtes docteur en sciences politiques au sein du Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. De par votre expertise, vous êtes devenue une vraie consultante sur les problématiques irakiennes auprès d'agences et d'organisations internationales. Et vous participez également de façon active aux travaux du partenariat Deauville. Plus maintenant ? Bon, vous avez participé en tout cas, et pour accompagner notamment les transitions démocratiques du Maghreb, de certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc on va commencer avec Monsieur Batigne, qui va essayer de nous expliquer un petit peu, d'après lui, comment vaincre l'État islamique sans armée de conflit ultérieur. On vous écoute.
ça fonctionne. Quand on veut faire la guerre, je crois que la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a le droit de la faire? On n'a pas de résolution internationale de l'ONU, on a des condamnations de l'État islamique de ses déprédations en Irak, et on a une coalition. Je reviendrai tout à l'heure sur l'intérêt pratique de la coalition dans les opérations, dans l'ensemble des opérations qui seront menées contre l'État islamique, mais le premier intérêt tout de même est de donner une légitimité aux interventions étrangères par rapport à l'opinion internationale et par rapport à l'opinion interne en Irak qui reste très réservée sur les activités américaines sur son sol. La deuxième question, c'est est-ce que cette guerre va servir à quelque chose? D'ailleurs, on pourrait aussi inverser le débat, est-ce qu'on a le droit de faire une guerre qui ne sert à rien? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? La réponse, je crois, est oui, dans la mesure où l'État islamique n'est pas Al-Qaïda, c'est-à-dire ce n'est pas une nébuleuse terroriste qui existe plus ou moins mêlée à la population. Ils ont pris, ils se sont donné des structures, même sommaires, qui normalement appartiennent à un gouvernement, des structures financières, administratives, judiciaires, ils rendent la justice, des structures scolaires probablement, puisqu'ils vont certainement vérifier ce qui se passe dans les écoles, et puis des structures fiscales, ils reçoivent un impôt. À partir du moment où l'État islamique existe sur ce plan-là, il devient plus facile de le frapper. Donc on peut faire la guerre contre l'État islamique. Le problème, c'est que la guerre, quand on fait une guerre, elle ne rétablit jamais le statu quo ante. La façon dont on fait la guerre crée une situation nouvelle, même quand au départ, on se donne comme objectif de supprimer l'ennemi qui s'est révélé. On aboutit à une situation qui est nouvelle. Et donc, il faut que nous soyons très prudents sur la façon dont cette guerre va être menée. Parce que, je pense d'ailleurs que les États-Unis en sont parfaitement conscients, parce que la façon dont on la mène peut aboutir à créer une situation où les rapports de force seront complètement changés, où les équilibres seront complètement pulvérisés en Irak et dans la région. Donc je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on mène cette guerre. Alors parlons de la guerre d'abord proprement dite. J'ai dit déjà que le principal intérêt de la coalition, c'était d'apporter une légitimité aux interventions extérieures. Bon, la coalition, à l'heure actuelle, regroupe beaucoup plus d'États qu'il n'y en avait en 1991 pour faire la guerre contre l'Irak. Donc de ce côté-là, ça va. Il y a des États arabes, c'était indispensable pour frapper, parce que sinon la coalition risquait d'apparaître comme une nouvelle croisade. Néanmoins, cette coalition ne reste qu'un cadre très flou. Et dans ce cadre-là, les différents participants apportent ce qu'ils ont envie d'y apporter et mettent tous les bémols qu'ils ont envie de mettre à leur intervention. Vous avez remarqué que la France, pour le moment, n'a frappé que des objectifs logistiques. La Grande-Bretagne, elle, a signalé qu'elle ferait très attention à l'identification très précise des cibles sur lesquelles elle frapperait. Donc chacun y apporte ses bémols. L'intérêt militaire de la coalition est quasiment, je veux dire nul pour être provocant, mais il est clair que bon, quelques avions émiratis, ça fait bien, il vaut mieux que ce soit des émiratis que d'autres, mais que par exemple l'armée danoise, on n'en attend pas quelque chose de très performant sur le terrain. Le deuxième volet, après lui, est le plus spectaculaire, évidemment, c'est le volet strictement militaire. Tout d'abord, aucune guerre, surtout une guerre comme une organisation comme l'État islamique, ne se gagne sans qu'on occupe à un moment donné le terrain, ou au moins qu'on le nettoie. Ce qui suppose l'intervention de contingents armés sur le terrain. Bon. De ce point de vue-là, il est hors de question, je crois, je pourrais mettre des sans doute et probablement, laissez-moi parler franchement, je crois qu'il est hors de question qu'il y ait des contingents étrangers en Irak, pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne n'a envie d'y aller. Alors ça, c'est l'expérience américaine de 2003 a laissé quelques souvenirs, donc personne n'a envie d'y remettre les pieds. Les États occidentaux, vous doutez bien pourquoi, pour des raisons politiques évidemment,
Et les États arabes, je pense que les seuls qui seraient capables de faire quelque chose, par exemple l'Arabie Saoudite, ne sont pas d'abord très sûrs professionnellement de leurs troupes, et deuxièmement ne sont pas non plus forcément très sûrs de l'aspect, on va dire, peut-être idéologique, et du comportement que pourrait, ou des dérives que ça pourrait procurer à leurs nationaux s'ils les exportaient officiellement en Irak. La deuxième raison, c'est que les Irakiens, très certainement, ne sont pas susceptibles d'accepter des interventions terrestres par fierté nationale, et qu'encore une fois, s'ils acceptaient des contingents arabes, vous imaginez bien que ça transforme complètement les équilibres sur le terrain, parce que ce ne seraient que des armées composées de sunnites. Et je ne pense pas que le gouvernement central ait envie de créer ce genre de situation. La dernière et sans doute la meilleure raison est que ce n'est pas nécessaire. Il y a l'État islamique, alors on peut se battre sur le nombre qu'on peut accorder à ces gens-là. Je suppose qu'on peut arriver à des évaluations qui vont du 5 au triple ou au décuple. Allez, disons 30 000 personnes, 30 000, 35 000. Il y a une armée irakienne nombreuse, il y a, et équipée de neuf par les Américains, il y a les Peshmerga, qui n'ont pas fait la guerre depuis longtemps, mais c'est un peu dans les gènes, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, on le voit dès maintenant. Et puis, les tribus sunnites finiront bien par se retourner, et par, elles ont d'ailleurs commencé à le faire, et par finir par fournir des contingents de supplétifs qui seront tout à fait suffisants, et qui seront parfaitement implantés dans leur terrain. Que peut faire la coalition? Alors, il y a deux modes d'action. Le premier mode, c'est un mode direct, que vous voyez déjà à la télévision, alors qu'on peut un peu décliner en allant dans le détail, très rapidement, des frappes aériennes ciblées. Quand je dis frappes aériennes ciblées, je parle de frappes qui sont décidées largement en amont. Au vu des renseignements qu'on a eus, on décide, tiens, tel endroit, ça serait intéressant de le bombarder. Donc des frappes aériennes ciblées, sur des centres de commandement, sur des concentrations de personnel, sur des concentrations de matériel, sur des centres logistiques, y compris sur les infrastructures pétrolières qui sont en ce moment aux mains de l'État islamique. Et le théâtre ira naturellement au fur et à mesure des opérations en s'élargissant. Il a déjà commencé à frapper la Syrie. Et il y a aussi directement des frappes d'appui tactique. Alors là, vous voyez bien la différence. C'est l'aviation de la coalition qui aide les troupes au sol, qu'elles soient irakiennes ou qu'elles soient kurdes, soit pour les défendre. Les Anglais l'ont fait très récemment. Dès qu'ils sont entrés dans la coalition, leur première action a consisté à soutenir, à apporter un appui tactique au sol à des Peshmerga qui avaient été accrochés par l'État islamique. Ça, c'est pour l'action directe. L'action indirecte. Et aussi, je vous ai dressé un tableau dont vous connaissez déjà beaucoup d'éléments. Fournir de l'armement et des munitions aux Peshmerga, aux forces kurdes et éventuellement aux tribus sunnites. Alors, donc déjà, ces gens-là en ont beaucoup. Bon, l'armée irakienne un peu moins, parce que c'est l'État islamique qui a pris une partie du matériel, mais encore faut-il les servir, encore faut-il les entretenir, donc c'est le principal problème. Le problème, c'est que compte tenu de l'urgence dans laquelle on est, à cause, quand même à l'origine, nous avons un problème humanitaire. Dans l'urgence dans laquelle on se trouve, on ne peut pas donner aux forces irakiennes et kurdes des armements qu'ils ne connaissent pas. Il faudrait d'abord les former. Donc, dans un premier temps, la seule chose qu'on puisse faire, c'est augmenter leur arsenal ou compléter leur potentiel. Nous verrons tout à l'heure que le fait de fournir des équipements, peut-être des armements trop performants, peut poser un problème pour l'après. On peut contribuer à l'armement des tribus sunnites, les trois provinces concernées, Al-Anbar, Ninive et Salahuddin. Ces tribus sunnites ont, avec la crise politique qui a éclaté il y a 2-3 ans, enfin qui s'est exacerbée il y a 2 ans contre Nouri et Maliki, qui ont quasiment fait sécession du gouvernement central et qui ont, au moins passivement, donné à l'État islamique l'occasion de réaliser ce qu'il a réalisé ces derniers temps. Bon, elle commence à se retourner contre lui,
Et ça, c'est une manœuvre que les Américains connaissent bien. Ils l'ont menée à partir de 2005 en Irak avec les Sahrois. On va armer des supplétifs, on va les aider à faire la guerre. On peut faire intervenir des conseillers militaires. Bon, il y en a déjà beaucoup à l'ambassade américaine, mais on peut le faire intervenir comme en appui direct aux opérations, ce qui est probablement le cas déjà pour les frappes aériennes. Et on peut surtout, je crois, fournir du renseignement, puisque l'Irak, dans ce domaine, est parfaitement nu. On peut fournir du renseignement. C'est du renseignement tactique, grâce aux reconnaissances aériennes, à la surveillance, grâce à des déploiements de drones, qui vont être particulièrement utiles prochainement. C'est aussi du renseignement opératif, en leur fournissant du résultat d'observation satellite. Et puis c'est la guerre électronique, que là des spécialistes de la coalition peuvent parfaitement mener, soit de très haut dans le ciel, soit de très loin, soit sur place avec des équipes des forces spéciales. C'est l'interception, les brouillages et les contre-mesures. Donc ça c'est facile à mettre en œuvre et c'est très utile, ça permet de reconstituer des organigrammes, de savoir qui sont les vrais responsables, de savoir quels sont les mouvements en cours ou à prévoir. Ça c'est pour l'aspect purement militaire. Maintenant je dirais que la coalition a un autre intérêt, c'est là qu'elle révèle tout son intérêt pour les Américains, c'est le volet sécuritaire. Je crois que la coalition a pour but de forcer la main de ses membres, et là je pense aux membres arabes surtout, en vue de les amener à une coopération beaucoup plus étroite sur le plan sécuritaire dans les domaines politiques certes, mais policiers, financiers, contre les organisations qui forment l'État islamique ou qui lui sont proches, en Irak, en Syrie ou dans la région. Cette coopération existe déjà évidemment entre les pays occidentaux. Mais avec les pays arabes, cela mérite d'être verrouillé. Alors déjà, sans doute un peu avec l'Irak, parce que l'Irak a toujours, les services de renseignement irakiens, surtout avec Nouri et Maliki, ont eu tendance à mener leur petit jeu, et à pas forcément être totalement ouvert avec les Américains. Mais c'est surtout valable pour d'autres pays de la zone, l'Arabie Saoudite, qui s'est à peu près arrêté depuis 2013, depuis l'été 2013, sans doute de financer ces mouvements. Le Qatar, alors le Qatar en plus, avec qui nous avons un problème un peu particulier, c'est qu'il nous a posé quand même des problèmes lors des opérations en Libye, parce que tandis que les Émiratis nous aidaient à bombarder, le Qatari était chargé de distribuer des armes. Armes que qu'ils ont sans doute distribuées un peu à n'importe qui et que nous avons trouvées un peu plus tard, et un peu plus au sud, ou plutôt au nord du Mali. Et enfin, et puis pour ces deux pays, certainement, l'aide qu'ils apportaient, l'appui qu'ils ont apporté à, je parlais de sécession, c'est un grand mot, mais à la rébellion en tout cas des tribus sunnites contre le pouvoir central de Bagdad. Et enfin, last but not least, il faut s'occuper de la Turquie. La Turquie qui devait rejoindre aujourd'hui, je crois, ou ce jour-ci, la coalition, aujourd'hui même. La Turquie qui va être obligée, de bon gré mal gré, de rejoindre la coalition, bien sûr. Erdogan, lorsqu'il était Premier ministre, a joué un jeu au moins très opaque lors de la crise syrienne, a distribué des armes, a facilité le passage des djihadistes, l'a organisé. Je ne suis pas certain qu'il ait toujours fait avec l'assentiment de l'armée turque, mais en tout cas les services d'Erdogan ont joué un jeu dangereux qui a sans doute en partie aussi consisté à instrumentaliser ces groupes islamistes contre les Kurdes. Contre les Kurdes syriens qui globalement appartiennent au pays hérité, c'est-à-dire un mouvement très proche du PKK qui est la bête noire de la Turquie depuis longtemps. Et d'ailleurs, je crois que Öcalan a menacé de casser la trêve si rien n'était fait de la part d'Erdogan pour protéger les Kurdes de Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là? Vous connaissez là encore une fois le catalogue.
On va demander à tous ces pays de resserrer le contrôle des djihadistes étrangers, à la Turquie de boucler un peu plus sérieusement sa frontière. Il n'y a pas que la frontière de la Turquie, il y a aussi la frontière de la Jordanie, la frontière de la Syrie, bon ça on peut le demander. Resserrer le contrôle des djihadistes étrangers en partance pour l'Irak et la Syrie, mais aussi quand ils reviennent, parce qu'ils sont pleins de renseignements, ces braves gens, ils ont appris des choses et on aime les connaître. Couper les approvisionnements, ça s'adresse aussi bien à la Turquie, les approvisionnements en armes et en munitions, lutter contre les trafics aux frontières, mais même le Liban est concerné, parce qu'on rentre au Liban, on passe en Syrie, de la Syrie on passe en Irak. Renforcer la lutte contre les financements publics ou privés, destinés à l'État islamique ou au but de la mouvance, couper les circuits d'autofinancement de l'État islamique. Dans ces circuits d'autofinancement, il y a évidemment le pétrole, et ça concerne aussi la Turquie. Il faut aussi renforcer la coopération policière, c'est-à-dire la centraliser encore plus, et renforcer la surveillance des réseaux sociaux et des organismes dont les activités ont pu être suspectées par le passé d'avoir plus ou moins aidé ou été assez cool avec ces mouvements-là. Dans ces organismes, il y a certes des organismes charitables, mais aussi Al-Jazeera et d'autres. On a donc des moyens considérables à mettre en œuvre, et je le répète, il y a peu de doute qu'en tant qu'État islamique, Daesh va être battu. À défaut d'être abattu ou à défaut d'être éliminé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transformer en autre chose, en une nébuleuse terroriste qui restera encore pendant un certain temps, mais en tant qu'État islamique, ils vont être battus. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que l'après de cette crise, il faut déjà envisager, va dépendre en partie de la façon dont nous allons mener cette guerre. Et encore une fois, l'exemple de la Libye est très illustratif dans ce domaine. Alors, l'EI n'est pas sorti tout armé de la tête de Jupiter. C'est, je le disais tout à l'heure, la crise politique interne à l'Irak depuis plusieurs années, le maintien de Maliki depuis les élections de 2010, et puis encore plus récemment, dans ces 2-3 dernières années, son style de gouvernance, si on peut appeler ça une gouvernance, qui a fini par créer les conditions qui ont permis à l'EI de s'implanter. Mais, à part le problème humanitaire, la tragédie humanitaire qui a eu lieu et qui continue sans doute, on pourrait être même un peu provocant en disant que finalement, cette crise, à partir du moment où on se dit qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on va bien finir par avoir l'État islamique, on est obligé de constater qu'elle ouvre, d'une certaine façon, des perspectives intéressantes à beaucoup d'acteurs de la crise. Non pas qu'ils se réjouissent qu'ils aient eu l'État islamique, mais maintenant qu'ils l'ont eu, ça ouvre des perspectives. Lesquelles? On énumère quelques-unes sous le contrôle des autres intervenants. J'ai tout d'abord les Kurdes. Il risque de se passer, je ne vois pas partie, hein, je me contente d'exprimer la chose. Il risque de se passer dans les opérations contre l'État islamique, où les Kurdes sont en première ligne, alors que l'armée irakienne, soit qu'elle ait eu des troupes sunnites sur place, qui n'avaient pas envie de tirer sur leur population, soit qu'elle ait eu des troupes chiites qui va mieux retirer parce qu'elles n'étaient pas vraiment comme un poisson dans l'eau, alors que l'armée irakienne est un peu en arrière. À la fin des opérations, les Kurdes risquent d'avoir complètement changé la donne locale. S'ils s'emparent des fameux territoires disputés, qui les intéressent d'un point de vue d'abord purement politique, parce qu'ils considèrent qu'ils sont à eux, et puis aussi parce qu'il y a du pétrole, ces territoires disputés qui étaient une épine dans le pied des Américains depuis 2003. En 2003, ils avaient décidé que c'était l'une de leurs priorités. Ils sont partis à la fin 2011 sans avoir réglé et sans que le moindre progrès n'ait été enregistré sur cette question. Il risque là d'y avoir un changement dans le rapport de force sur le terrain. Ce qui ne peut qu'arriver un problème, parce que
il y a eu un nettoyage ethnique et confessionnel opéré par l'État islamique. Ce nettoyage a des chances d'être favorable au GRK, qui peut l'exploiter pour tenir ces régions à l'issue. Bon, en Syrie, évidemment, le régime de Bachar al-Assad, pour le moment, ne peut que se féliciter que nous tapions sur son ennemi. En Occident, les États-Unis, qui avaient été obligés de partir en 2011 sans même avoir signé un accord de sécurité avec l'Irak, c'est-à-dire avec le droit de mettre des troupes, voient clairement dans cette crise une occasion de revenir en Irak. Et puis aussi, disons-le, tous les États engagés contre le régime syrien pensent sans doute aussi qu'on peut trouver dans cette crise en Irak l'occasion de reprendre l'initiative sur le dossier syrien et de créer de nouveaux états de fait, alors que le dossier était plutôt en panne. Enfin, n'oublions pas l'Iran, parce que certes, si Maliki a créé des conditions favorables à cette crise, c'était avec l'appui et des États-Unis et de l'Iran, pour des raisons d'ailleurs qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Si maintenant Maliki est tombé, ce qui ouvre une porte une issue de secours, mais si Maliki est tombé maintenant, c'est aussi parce que l'Iran a été d'accord et a donné son feu vert aux différents groupes chiites, voire a pesé sur les partis chiites pour qu'ils se débarrassent de Maliki. Mais donc, là aussi, on doit tenir compte, même si l'Iran ne peut pas faire partie de la coalition, on doit tenir compte de son jeu. Quels sont les risques? Vous avez vu, le premier risque sécuritaire, si j'en parlais pas, vous ne seriez pas content. Votre président en a parlé. Le risque sécuritaire, c'est qu'on ait des attentats dans nos pays. C'est pas nouveau. La France a déjà connu ça. Nous sommes déjà en première ligne depuis la chute de l'Émirat dans le Nord-Mali. Donc, l'élément nouveau quand même, c'est que les djihadistes, a priori, on n'avait pas beaucoup de djihadistes, nous, en Libye ou en Nord-Mali, et là, il semble quand même qu'on en est un certain nombre, pas tous les pays occidentaux. Donc ça pose un problème, et il est clair qu'il faudra y attacher une importance particulière. Le deuxième risque, plus important, c'est d'aggraver, me semble-t-il, la déstabilisation des institutions irakiennes. Elles n'ont jamais complètement bien fonctionné depuis 2005, mais grosso modo, ça marche, je dirais, des institutions, et même Maliki est obligé de partir sans utiliser ses chars, sans essayer d'utiliser ses chars contre le président qui avait désigné un autre, etc. Bon, il s'accroche au pouvoir, il y a d'autres pays, les gens qui ne sont pas populaires ou qui ont été au pouvoir et qui l'ont perdu s'accrochent à la revenir. C'est pas. Moi, je trouve que le pays fonctionne quand même, très mal, ce qui a donné l'occasion de faire cette crise, mais on ne peut pas se permettre de le déstabiliser encore plus qu'il ne l'est, d'autant, encore une fois, que nous avons maintenant un Premier ministre qui semble plus disposé à l'ouverture vis-à-vis des sunnites, principalement. Donc, le risque, eh bien, si on surarme les Peshmerga ou si on surarme les tribus sunnites, si on laisse le GRK créer un nouvel état de fait dans les territoires disputés, à mon avis, on ouvre la porte à de nouvelles crises. D'ailleurs, je crois qu'il est clair que les Irakiens y pensent déjà, aux suites de la crise. Ils sont déjà dans l'après-crise. Ils pensent déjà au nouveau rapport de force qui pourrait s'installer. Et le fait que ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Défense ne soient encore désignés dans ce gouvernement, qui a déjà tardé à être mis au point, est un signe. Je veux dire, personne, à commencer par le Premier ministre, ne veut donner de gages à d'autres sans avoir verrouillé son système. Pratiquement parlant, pour être franc, le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur, je dirais, c'est pas fondamental dans ces pays-là.
les commandants, les chefs de service de renseignement, les commandants d'armée rencontrent directement au Premier ministre, et ça se fait comme ça. Néanmoins, c'est un poste qui normalement est réservé tacitement à un sunnite. Le fait qu'il n'ait pas été attribué encore dans une situation comme celle qu'on vit est à mon avis un indicateur. Bon, le troisième risque, mais ça vous l'avez deviné vous-même, il n'est pas finalement directement lié à la guerre contre l'État islamique, c'est ce qui peut se passer ensuite autour. La Syrie, si nous nous contentons de frapper l'État islamique dans des positions identifiées en Syrie, ça rend service à Bachar el-Assad. Est-ce le but que nous poursuivons? Les Américains ont dit non, ça ne va pas se faire comme ça, on ne frappera l'État islamique que dans les zones où, une fois qu'on aura frappé, le contrôle pourra être pris par l'armée syrienne libre ou des islamistes modérés. Pas si c'est des zones que le gouvernement prendrait à son compte. Bon alors, déjà dans l'Est de la Syrie, je n'ai jamais vu beaucoup d'ASL. En revanche, j'ai vu beaucoup d'islamistes qui n'étaient pas modérés du monde. Deuxièmement, l'ASL, on ne l'a pas encore vu. Alors, je sais que les Américains viennent de dire que l'ONU a dit qu'elle allait faire un effort particulier pour aider l'opposition et l'armée syrienne libre. Vous savez, si au bout de 3 ans il n'existe pas, c'est qu'il y a des difficultés pour les sur pied. Et le risque de toute façon, si on fournit des armes à l'opposition, c'est est-on sûr des gens à qui on les donne? Alors, la frontière entre islamisme modéré et État islamique peut être extrêmement floue et passer par toutes les nuances possibles, et les armes qu'on donne à l'un, parfaitement acceptables par tout le monde, peuvent, de proche en proche, être passées, vendues ou être conquises par l'autre, l'État islamique ne serait pas faute de taper sur toute unité hostile à Bachar el-Assad et qui ne lui serait pas inférieure. Ça s'est déjà passé. Donc, il y a là, de la part de la coalition, une grande prudence à avoir, qu'elle a déjà, sur les gens à qui elle donne des armes. Avec la Syrie, on a encore un autre problème, pour frapper autre chose que l'État islamique, problème de droit international certes, mais on a un autre problème qui est que les Russes maintenant, si l'Iran et l'Irak ont arrêté, parce qu'ils n'auraient plus les moyens, vu la situation, d'aider le régime de Bachar, ou le font moins, les Russes, eux, continuent de disposer du port de Tartous et de tous les moyens pour alimenter les forces du régime syrien. Et ils ont récemment fait savoir qu'ils pourraient donner, si jamais des cibles gouvernementales étaient choisies en Syrie par la coalition, ils pourraient livrer des S-300 à la Syrie. Alors je sais que le S-300 est un argument diplomatique russe depuis plus de 10 ans. Bon, régulièrement ils leur sortent pour dire attention, je vais livrer le S-300. Le problème du S-300 d'ailleurs n'est pas seulement les performances de ce missile antiaérien, c'est plutôt, et c'est en cela qu'il inquiète et les Occidentaux et par ailleurs Israël, c'est tout l'environnement technique et électronique de ce missile qui permet la surveillance aérienne et qui permet surtout des contre-mesures. Et ça, personne ne tient à ce que le régime acquiert, le régime de Bachar acquiert ce genre de matériel. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Les deux? Alors c'est quoi cette fin? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Patigne. J'imagine que vous avez peut-être des questions, on les posera tout à la fin, après l'intervention des 3 intervenants. On va maintenant écouter Monsieur Ayad,
qui va nous expliquer un petit peu la stratégie médiatique, politique et militaire de Daesh vue par l'Occident. Oui, donc c'est un intitulé, bon, il a fallu en trouver un. Vous dites Daesh, vous dites. Ouais. D'accord. Je dirais organisation islamique. Bon, il y a tout un débat dans la presse là-dessus. Bon, j'ai écrit un article. Je pense qu'on se prend beaucoup la tête sur. Mais dire que c'est un État, est-ce que c'est. Enfin, utiliser le mot État, est-ce que c'est pas leur donner un statut, etc. Bon, pour moi, c'est clair. C'est un mouvement de guérilla territorialisé, mais voilà. Je serais sûrement moins brillant et structuré que mon prédécesseur et que ma successeuse, mais je vais essayer de faire quand même quelques remarques comme ça, éparses, mais qui au final se connectent, et je vais peut-être être amené aussi à dire des choses qui ont déjà été dites sous une autre forme ou à un autre endroit. L'État islamique et l'Occident, ce qui me frappe moi, en ce moment, j'ai pas envie de tenir un discours civilisationnel ou philosophique, mais il y a une chose qui me frappe, c'est que là on a trouvé, je le vois dans mon journal, je veux dire, j'ai beau être chef, il y a d'autres chefs encore au-dessus, etc. Et ça les excite beaucoup. On a trouvé l'ennemi suprême, absolu, le décapiteur, etc. Et j'ai beau leur expliquer qu'il se passait des choses bien plus terribles, notamment pendant la guerre d'Algérie, pour remonter assez loin, ou pendant 3 ans en Syrie, et je voyais leur haussement et leur soupir, leur haussement d'épaule et leur soupir quand on leur disait on va encore faire un truc sur Alep. Et je me souviens aussi avoir été 4 fois, 5 fois entre 2011, c'est-à-dire le retrait américain, et 2014, c'est-à-dire la prise de Mossoul en Irak, et je sais que ça ne suscitait pas, c'était très très bien, je suis très content d'être dans un journal qui continue à envoyer des gens en Irak, enfin qui a continué à en envoyer à cette époque-là, où les Américains étant partis, c'était plus notre affaire, quoi. Déjà que ça n'a jamais trop été, puisque la France n'était pas impliquée dans cette guerre lancée en 2003, là c'était vraiment plus notre affaire. Et pourtant, pour moi, si pour plein de raisons, c'est notre affaire. Prenons l'Irak, c'est notre affaire parce que croire que Daesh existe depuis le printemps, voire mars 2013, l'annonce. J'étais en Irak au moment où ils ont fait leur communiqué en disant voilà, on fusionne avec la branche syrienne et on est né l'État islamique en Irak et en Syrie. Et d'ailleurs à l'époque ça ne gênait pas qu'on écrive l'État islamique. C'était pas une. Comment dire, l'État islamique est né formellement en 2007. Et pour moi, d'une certaine manière, il est né en 2003-2004. C'est-à-dire que c'est l'enfant de l'invasion américaine, fondamentalement. Si vous voulez remonter encore plus loin, et je ne suis pas historien, mais n'empêche que, c'est aussi l'enfant d'un pays qui est en guerre depuis 1980. C'est-à-dire depuis la tentative d'invasion ratée de Saddam Hussein de l'Iran. Et ça, c'était à l'époque, cette guerre lancée par l'Irak contre l'Iran était une guerre largement soutenue, voulue, financée, applaudie par les Occidentaux, et notamment la France qui, à l'époque, livrait des exocètes, etc. Et pourquoi? C'est qu'un Irakien, pas tous les Irakiens, mais fondamentalement, vous avez aujourd'hui en Irak, comme en Afghanistan, peut-être un peu moins, mais à peine, dans un pays plus sophistiqué, plus moderne, plus riche, vous avez des gens, une génération, 30 ans c'est une génération. Donc une génération qui n'a connu que ça, la guerre, avec une pause entre 88 et 91, et ensuite il y a eu une guerre économique terrible qui s'est appelée l'embargo. Je ne suis pas là pour faire non plus la morale, mais l'embargo, ça a été l'arme de destruction massive de la société irakienne.
J'étais en Irak une fois en 1997, puis en 2003, au moment de l'invasion. Et quand on a cru que les Américains seraient accueillis avec des roses, mais quelle blague! Bon, même moi, même sur place, je l'ai aussi cru, et en même temps, j'ai constaté le contraire, c'est-à-dire une société du tous contre tous, une société où la tribalisation était largement en route, la communautarisation avait été installée dès la fin des années 70, et où la survie et la violence étaient déjà un mode de fonctionnement social. Bon, alors ça, on a fait de la sociologie très globale, etc. Mais lorsque ça commence à exploser à Fallujah en 2003, quelques semaines seulement, quelques jours, même quelques semaines seulement après l'arrivée des Américains, il y a tout un terreau de chair dure, salafiste. Et puis, ensuite, pendant 1 an et demi, les frontières sont restées totalement ouvertes. Fallujah, c'est à une journée et demie de route de l'Arabie Saoudite, même pas, à travers le désert. Et il y a plein de tribus qui ont toujours vécu de part et d'autre, enfin, à cheval sur cette frontière-là. Et déjà, sous Saddam, l'État était faible. Là, à partir des Américains, il s'est littéralement effondré. Je ne vous refais pas un dessin, mais on a dissous l'armée, etc. Donc, ça naît de quelque chose qu'on a quand même largement observé, non pas fabriqué, mais auquel on a beaucoup contribué, nous l'Occident, si l'on veut, en général. Alors certes, Barack Obama n'est pas George Bush, c'est pas lui qui a décidé l'invasion de l'Irak. Personnellement, je n'ai jamais eu de sympathie du tout pour Saddam Hussein, je pense que... Mais le problème, c'est qu'on ne sort pas de dictature comme ça indemne. Que ce soit par la guerre, que ce soit par les révolutions, même dites pacifiques. 1789 est une révolution pacifique, 3 ans plus tard, elle n'est plus du tout, et ensuite vous avez 4 à 5 décennies de soubresauts pour arriver à un système. Bon, ben, on est là-dedans. Alors on n'est pas en 1793, je pense qu'on est même un peu plus loin là aujourd'hui, en Irak. Pourquoi c'est une histoire qui est la nôtre aussi? Parce que c'est une somme de cynisme accumulé, et qu'on a vu. Alors c'est une somme de cynisme régionaux. Quand en 2011, je suis en Irak au moment où le dernier soldat américain part, et que quelques jours auparavant, sur une base américaine, Barack Obama a dit « Je laisse un pays prospère, démocratique et stabilisé », c'est une blague. Le lendemain du départ, il y a le président qui ordonne l'arrestation du vice-président. Le surlendemain, 15 bombes explosent dans Bagdad, faisant 40 morts. 15 bombes, c'est pas une, pas deux. 15, c'est industriel. Donc c'est qu'il y a déjà une sorte d'organisation capable d'organiser la violence de manière industrielle, et il y a des acteurs qui eux-mêmes participent de cette violence, puisque au lendemain de ces 15 bombes, tous les sunnites de Bagdad me disent qu'une seule chose, c'est Maliki. C'est les Iraniens qui font ça pour nous terroriser, pour pouvoir justifier sa mainmise, etc., etc. Et tous les chiites disent, c'est ces salauds sunnites, il faut leur faire la peau, quand je dis des sunnites, d'extrémistes, etc. Il reste aussi, évidemment, parallèlement à ces discours, une sorte de nostalgie très forte d'un État dans un pays qui n'a plus d'État, qui a tout privatisé, la santé, l'éducation et l'État. Et privatisé à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'Irak, c'est le rêve absolu du néolibéral le plus sauvage, qui aurait tenté une expérience en Corse. Donc c'est le clanisme plus l'ultralibéralisme. Ça donne quoi? Ça donne un système clientéliste total. Mais avec les deuxièmes réserves mondiales prouvées de pétrole. Donc vous imaginez les sommes en jeu, etc. Et la capacité à créer... dernière chose, une autre marque encore sur l'État islamique, c'est que, comme si hop, c'était sorti de rien, mais non, l'État islamique, c'est une forme, enfin j'allais dire une forme d'autre Vietnam, je n'aime pas la comparaison. Ce sont des gens qui ont survécu à 10 ans de guérilla contre l'armée américaine et l'État irakien. Donc, qui en plus considèrent, là on est dans des histoires très accélérées, sont à mon avis une deuxième génération. C'est-à-dire qu'il y a eu la génération Zarqawi qui a tenté une expérience extrême, notamment à Fallujah. En 2004, il y a eu un petit émirat qui a duré 6 mois. Il a été écrasé sous les bombes et de toute façon la population n'en pouvait plus.
n'en pouvaient tellement plus que les Américains ont eu beau jeu ensuite de retourner pas mal de tribus sunnites irakiennes qui ont formé les fameuses Sarwa, c'est-à-dire les milices du réveil contre la présence d'Al-Qaïda. Ça a été analysé politiquement par les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État islamique. Et donc, la première chose que fait l'État islamique lorsqu'il arrive quelque part, c'est on ne touche rien au fonctionnement administratif. On a l'air sympathique, parce qu'après tout, on rétablit un minimum d'ordre, de sécurité. On arrête et on punit, et voire de la manière la plus sauvage qui soit, tous les gens qui se livraient à des exactions, c'est-à-dire les occupants chiites, les officiers chiites de l'armée se conduisaient quasiment comme des occupants dans les zones sunnites. J'ai pu le constater encore en 2013 à Fallujah, mais en 2013 on pouvait aller à Fallujah, 2014 c'est fini. Et puis, par contre, ce qu'ils font très très vite, c'est éliminer tout ce qui pourra représenter un jour une menace ou un contre-pouvoir. Donc, ils ciblent de manière très précise certains chefs de tribu, des gens qui ont de l'influence, qui peuvent acheter des voix, qui peuvent effectivement un jour se retourner contre eux. Donc, ils nettoient le terrain. Quand je parlais de la somme des cynismes, ça c'est le cynisme en Irak. Mais ne parlons pas du cynisme syrien. Bachar al-Assad, son premier réflexe lorsque éclatent les manifestations, c'est de faire libérer un certain nombre de djihadistes dont les services syriens ont, je pense, une grande capacité à les manipuler, comme l'a prouvé l'épisode de Nahr el-Bared au Liban en 2007-2008. Voilà. Et puis, un peu à la manière que l'ont fait les services algériens avec le GIA. Je ne dis pas que Daesh est une création de Bachar el-Assad, comme l'a dit l'opposition syrienne, un peu trop facilement. Ce n'est pas une création. D'ailleurs, de toute façon, quand on crée ce genre de monstre, il vous échappe au bout de 3 mois. La durée de vie du remote control, c'est 3 mois. Au-delà, bah oui, mais quand vous créez ça, quand vous donnez l'impulsion à ça, vous savez les effets potentiels et surtout, vous savez l'effet que ça va avoir sur les opinions occidentales. Et ça, d'une certaine manière, c'est gagné. La Turquie est un allié de l'OTAN, mais en 2012, 13, 11, enfin, disons 12 et 13, je me suis rendu une demi-douzaine de fois à Antakya, Hatay, dans le sud de la Turquie. Jamais j'ai pris l'avion avec moins de 5 personnes qui venaient manifestement d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de France, etc., pour rejoindre le djihad en Syrie. On en reparlera. Et ça, c'était au vu, au su, né à la barbe des autorités turques qui ont laissé faire. Et voire encouragé, il y a tout un tas de trafics, c'est connu. Quel autre cynisme? Celui du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui, par compétition en Syrie, ont encouragé des groupes les plus extrêmes, donné des armes à des gens sans trop savoir exactement de qui il s'agissait, ou en sachant de qui il s'agissait, dont le discours anti-chiite était en tout cas suffisant pour leur valoir la sympathie, sinon de l'État, du moins d'officine saoudienne ou de prince saoudien, mais le problème aussi c'est que l'État saoudien c'est quoi? C'est une collection de 3000 princes dont 20 occupent des ministères, mais les autres, ils ont à peu près les mêmes moyens, mais ils mènent leur propre politique. Et on est dans la même famille. Donc on ne va pas faire arrêter des gens qui sont votre cousin, votre frère, etc., alors qu'il fait des choses qui sont soi-disant officiellement interdites, avec des moyens dignes d'un ministère, d'une administration centrale. Or, l'Arabie Saoudite, je suis désolé, aujourd'hui est le principal partenaire de la France au Proche-Orient. C'est notre grand ami, et ça depuis Jacques Chirac. Il y a eu un petit épisode Qatar, sous Nicolas Sarkozy, et on est revenu à l'orthodoxie chiracienne,
sous François Hollande. Parlons aussi des Kurdes et de M. Maliki de manière beaucoup plus récente. Quand il y a eu, mi-août, la chute des villages chrétiens et yézidis au nord de Mossoul, je pense que c'était franchement, enfin c'était pas, je pense que c'était voulu, les troupes kurdes se sont retirées. Et Maliki a laissé faire. Il y avait des avions, il n'en a pas beaucoup, mais il en avait quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'il savait fort bien que du moment qu'on attaquerait les chrétiens d'Orient, il y aurait un lobby qui se créerait en Occident pour une intervention. Et Maliki a pensé, à tort, qu'une intervention nécessitant un relais, un État, eh bien, il allait s'imposer comme l'interlocuteur des Occidentaux qui viendraient accourir au secours des chrétiens d'Irak. Bon, mais si Téhéran n'avait pas voulu la chute de Maliki, il serait encore là aujourd'hui. Et on serait encore en train de chercher un nouveau gouvernement. Donc ça, c'est, comment dire, l'État islamique vu sur place. Maintenant, l'État islamique dans ses interactions avec nous, l'Occident, à travers ses méthodes, son recrutement. On parle aujourd'hui du djihadiste, c'est la figure maléfique absolue, etc. Mais pendant 1 an et demi, ce que je constate lorsque je regarde les réseaux sociaux, les machins, je ne suis pas un djihadologue, hein, je ne passe pas mon temps à discuter avec des types de Sarcelles qui ont envie de partir, ou d'ailleurs, des femmes, etc. Il y a plein de jeunes femmes qui ont envie de partir en Syrie. Mais ce que je constate pour les échos que j'en ai, c'est que il est très compliqué de trier entre des gens qui sont légitimement choqués par le martyre que vit le peuple syrien et qui vont participer à quelque chose pour lequel les autorités françaises militent. Dire François Hollande dit encore aujourd'hui, si on avait eu le courage en 2012, après l'offensive des rebelles contre Alep, si on avait eu le courage en 2013, après le bombardement chimique, de stopper Bachar el-Assad, d'aider les gens, les démocrates qui se battaient, ou les Syriens qui se battaient à main nue, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui. Eux, ils l'ont mis en œuvre. Donc, comment c'est compliqué de criminaliser des gens qui, d'une certaine manière, et avec, je leur fais ce crédit-là, se considèrent comme des combattants un peu pendant la guerre d'Espagne. Et puis vous avez une autre catégorie qui est allée pour assouvir probablement un désir de violence ou vivre dans un univers dit islamiquement pur, qu'ils considèrent comme conforme à l'idéal de vie qu'ils voulaient avoir. Mais c'est très compliqué de mettre absolument tout et tout le monde dans le même stade, là où notre perception à nous a évolué très rapidement. On ne peut pas faire abstraction de cette contradiction-là. Donc combattre l'État islamique et les gens qui le rejoignent, pour moi, ça passe par ici. Pas forcément, pas que là-bas. Or, la mise en scène aujourd'hui du pouvoir français dans son combat contre ce groupe terroriste, elle est militaire, et militaire de la manière la plus martiale qui soit. C'est le Rafale, etc. Il y a plein de moyens de combattre. Je ne dis pas que ça passe pas par la violence, mais est-ce que l'envoi des Rafales, sachant le rapport, la France là-dedans est en pointe politiquement. On ne peut pas dire que son apport militaire, jusqu'à présent, on a largué 8 bombes. C'est pas ça qui va faire régler le problème de Daesh. Parlons aussi de la question de la communication. L'État islamique et... Alors, qui fabrique ces vidéos, etc. Je ne sais pas, mais il y a plein de vidéos qui circulent. Je vous engage à en voir une qui s'appelle Flames of War. Ça dure 55 minutes. Ça se trouve si vous cherchez 3 minutes sur Internet.
c'est assez fascinant, parce que c'est une esthétique qui est très très proche des séries américaines, mais vraiment les plus pointues. Vous n'êtes pas loin de True Detective, ce genre de choses. Pas loin non plus d'une vision de la guerre qui est assez proche de Call of Duty, c'est-à-dire rien à voir avec la guerre, pour les gens qui ont pratiqué la guerre. La guerre, vous ne savez jamais où vous êtes tout le temps paumé. Là, il y a des sortes de... C'est monté comme un film, quoi. Voire comme un jeu vidéo. On sait tout le temps où on est, le combattant avance, machin, tout ça. Moi, mon expérience de la guerre, c'est que c'est Fabrice à Waterloo, on ne comprend même pas où est le front en général. Et ça, le fait d'abord, enfin, ça dit quoi pour moi? Ça dit qu'il y a deux choses, qu'il y a une mondialisation des codes, comment dire, de l'amusement, et que ces gens, enfin, les gens qui produisent ça, je ne sais pas qui c'est, vivent dans un univers, sinon mental, du moins visuel, qui est très occidentalisé. Et ils fabriquent des vidéos de niveau totalement acceptable pour des télévisions, etc. La deuxième chose, c'est qu'ils s'adressent à des gens qui vivent là-dedans aussi, qui vivent en Occident, et c'est pour ça que ça marche. Pas seulement, on part par idéal, mais on part par désir de projeter une image plus forte de soi, et que dans tous ces recrutements, il y a un aspect très, je sais pas comment dire, mais très nihiliste et très occidental, qui est très de l'ordre de la rupture avec un milieu familial pour soit rejoindre un idéal, soit tout casser. Mais après tout, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous lisez Olivier Roy dans ses interviews, il vous explique qu'il y a un côté Columbine, référence à la tuerie massive aux États-Unis. Je parle, les djihadistes qui rejoignent. Après, rejoindre, passer plusieurs mois et revenir, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que la personne qui revient n'est plus du tout la même. Elle est passée par l'expérience de la guerre et ça la transforme. Et si elle le supporte, ça fait quelqu'un d'aguerri. Si elle ne le supporte pas, soit elle meurt, soit elle part. Et vous avez des retours. Et ça serait intéressant d'écouter ce que disent les gens qui reviennent. Mais c'est eux qu'il faudrait peut-être mettre en avant plutôt que de les criminaliser directement. Bon, pour qu'on examine quel est leur parcours, voir qu'on les garde sous surveillance, ça ne me paraît pas illogique. Je veux dire, il y a des stratégies de dissimulation, Meral en a fait la preuve, Nemouche aussi, mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui quittent en disant c'est nul. C'est nul, c'est horrible, j'étais utilisé à faire des trucs nuls, j'étais gardien de prison, ou alors je me suis retrouvé... il y a apparemment un taux d'utilisation extrêmement élevé de gens venus d'Occident parmi les kamikazes, parce qu'ils ne savent pas faire d'autre, quoi, en fait. Si vous n'êtes jamais battu, vous n'allez pas servir dans du combat de guérilla. Je veux dire, par rapport à un type qui, lui, s'est cogné l'armée américaine à Fallujah, à Ramadi, et puis ensuite dans la province de Ninive pendant je ne sais combien de mois ou d'années, qui a survécu à tout ça. Voilà, c'était quelques remarques. Et puis pour finir, juste 2-3 choses moi qui m'inquiètent pour le coup, c'est que oui, ce mouvement, dans le djihadisme international, il y a des mouvements de balancier. La grande trouvaille, je pense, de Ben Laden, c'est d'avoir déterritorialisé le djihad. Après le djihad afghan, il a créé la base, Al-Qaïda. Et c'était une sorte de... La notion était bien là, autant une base de données qu'une base, un endroit, mais pour s'aimer et puis pour fonctionner en réseau. Et il n'a pas si mal réussi que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin en 2001, quand les tours s'effondrent, on ne parlait pas de... je veux dire, personne n'imaginait que un tiers du nord du Nigeria, c'est-à-dire un sixième du pays, était devenu zone de no-go. Personne n'imaginait qu'un Français ne pourrait pas foutre les pieds au-dessus de Tombouctou. On ne pouvait pas imaginer qu'en allant au pays comment dire, même
pas dans le sud, mais dans le centre du Mali, on risquait sa vie parce qu'on allait se faire enlever. On n'imaginait pas non plus que la zone d'extension de la référence au djihad a été terrible et plutôt souvent le fruit de problèmes locaux mais qui se sont raccrochés à cette idéologie générale et en réseau. Et puis l'État islamique lui a fait le contraire parce qu'il y a quand même eu une forme d'échec, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas bien où allait le projet Ben Laden. Ils voulaient faire quoi? Eux, ils ont une réponse. On va faire un État islamique, avec des règles islamiques. Et ils pensent, on verra ce que ça donne, que ça va attirer plein de musulmans du monde entier qui vont enfin dire, voilà, notre pays, il est là. Ou en tout cas, tous ceux qui veulent vivre selon leurs règles. Je pense que ça va mal se finir aussi. Mais le danger, c'est que pendant cette période-là, ils finissent par imprégner, je pense, les zones où ils se trouvent, et transforment de la même manière que les talibans et Al-Qaïda ont fini par transformer les Pashtuns d'Afghanistan et du Pakistan, c'est-à-dire là aussi une communauté, une ethnie, une langue, une culture, ce que vous voulez, mais majoritaire et en même temps minoritaire. C'est-à-dire majoritaire en Afghanistan, mais minoritaire face à la coalition des autres. Majoritaire dans les zones tribales pakistanaises, mais minoritaire dans le système politique pakistanais. Et qui se conduit avec l'amertume et la violence de ceux qui ont été déchus de leur pouvoir. Et qui ont fini par considérer le djihadisme comme la norme islamique. C'est-à-dire que vous avez plein d'enfants pashtuns des zones tribales qui pensent que le djihadisme véhiculé par les talibans pakistanais ou afghans, ou le djihadisme des Ouzbeks et de Ben Laden et de sa bande, c'est l'islam. Et qui ont grandi là-dedans. Et ça, c'est le risque d'endroits comme Fallujah, Deir ez-Zor, etc. Et c'est un risque très avancé. Parce que le processus de complexe de minorité des sunnites d'Irak et de Syrie, là, il est là. Ils se vivent comme une minorité, alors qu'ils sont majoritaires en Syrie, ils sont minoritaires en Irak, mais ils étaient dominants pendant longtemps. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans le discours de Barack Obama, de François Hollande, de Cameron, de je sais pas quoi, on ne répond pas à ça. On dit oui, il faut un gouvernement de coalition, mais ça ne veut rien dire en Irak. Quand on dit il faut un gouvernement de coalition, jusqu'à présent, tous les gouvernements comptés des sunnites qui ont été utilisés comme des marionnettes. Donc quel système, qu'est-ce qu'on propose aux sunnites d'Irak, soit de vivre séparément, ou c'est chacun chez soi, mais le séparément en Irak signifie encore un nettoyage ethnique qui concerne à peu près 4 à 5 millions de personnes. Croire qu'on peut découper l'Irak aujourd'hui en des zones claires entre Kurdes et arabes, et puis d'un côté, et puis de l'autre, chiites et sunnites, ben non, pas de bol, il y a des Kurdes chiites et des Kurdes sunnites, il y a beaucoup de chiites parmi les sunnites et réciproquement, il y a plein de gens qui ont fait du mariage mixte, et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Et ça, c'est l'ex-Yougoslavie, mais à l'échelle d'un continent. C'est plus 5, 10, 15 millions de personnes qui sont concernées. Ça concerne tous les Irakiens, c'est-à-dire 25, je ne sais plus, 28. Combien d'Irakiens? Population. Oui, 35, pardon. Les sunnites? Non, tout. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça concerne un pays de 30 à 35 millions d'habitants, et ça concerne tout ce qu'il y a autour et qui y est rapproché. Donc une bonne partie de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de la Syrie et de l'Iran et de la Turquie. Voilà, c'était à peu près ça. Et je pense que chez nous, si on continue à considérer que, je vais conclure, le combat contre l'État islamique, c'est les rafales, il y a les sauvages, et c'est des gens qui n'ont rien à voir avec notre civilisation, etc., qui ne sont pas du tout issus de chez nous, qui ne sont pas un produit occidental aussi, eh bien, on va vers une pashtunisation des populations blanches de France, et ça s'appelle la localisation.
C'est-à-dire, il y a les autres, ils sont sales, ils sont crades, ils sont méchants, ils sont bêtes, et il y a nous. Et on est menacés, entourés, ils vont nous bouffer, etc. Mais je suis désolé, les gosses qui partent, c'est les gosses d'ici, il y a un taux de convertis inimaginable. Les convertis, ils ne sont pas sortis de... C'est pas des fruits de la culture arabe ou musulmane, c'est des fruits de la France qui est malade. Voilà. Sur ce point très positif, merci beaucoup, M. Gaillard. Désolé d'avoir été long. Non, mais c'était très intéressant aussi. Comme c'est qu'on a un créneau très limité, ce qui est dommage. On va laisser un petit peu de temps en question après. Donc, Madame Benrat, si vous pouvez essayer. Très bref. C'est la place du dernier. Non, je vais être très brève. Super. Merci beaucoup. Pratiquement tout a été dit. Merci. Des questions. Alors, je vais commencer par deux notions qui me semblent, essayer justement de reprendre un peu tout ce qui a été dit par les deux intervenants précédents. Il y a deux notions qui me semblent centrales dans l'État islamique, c'est la notion d'humiliation, pour commencer, et qui aboutit à une revanche. Et d'ailleurs, je vais publier bientôt un article au titre sensationnaliste, qui n'était pas mon idée initialement, Irak, la revanche du califat. Et donc, je vais essayer d'articuler mon propos autour de ces deux notions, parce qu'elles me semblent centrales, y compris, et j'en parlerai moins, quand on discute des facteurs poussant un certain nombre de nos jeunes d'occidentaux, au sens plus large, vers les rangs de l'État islamique. Alors l'humiliation, l'État islamique, Daesh, je ne vais pas m'amener au débat sémantique ici, mais il est vrai que, assez largement, Christophe l'a très bien dit, c'est le fruit de la guerre de 2003, c'est le fruit d'une histoire irakienne qui est une histoire faite de ruptures particulièrement violentes, qui ont en réalité débuté dès l'instauration de l'État irakien par les Britanniques en 1921. Autour de cela, c'est structuré au cours des dernières années tout un débat sur l'artificialité de l'État irakien. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain nombre de nuances. Il y a eu une construction nationale et citoyenne en Irak qui s'est faite à travers le prisme colonial, puisque l'Irak moderne, c'est la réunion, comme vous le savez, des trois provinces ottomanes de Bagdad, Bassora et Mossoul, qui étaient donc sous le contrôle d'Istanbul et qui ont été de manière arbitraire finalement réunis pour former cet État qui donc, pouvait partir comme un État artificiel et qui en fait a été très tôt réapproprié tout de même par ces différentes populations, dont certaines partageaient un sentiment d'appartenance commune, ce qui a donné lieu à de nombreux soulèvements, donc tout d'abord contre la présence coloniale et puis ensuite à des déchirures politiques importantes qui commencent à mon avis vraiment avec le coup d'État républicain de 58, l'arrivée aux commandes de Qassem, ce à quoi ce qui va être suivi par un certain nombre de coups d'État, dont les deux coups d'État bassistes et évidemment la montée en puissance d'un régime autoritaire, voire tyrannique, au sens propre du terme, sous Saddam Hussein. Alors 2003, c'est tout de même un point de rupture. On a un pourrissement de la situation intérieure en Irak du fait de ce que Christophe a déjà très brillamment décrit, l'embargo, les guerres successives. On a un processus de désocialisation d'un certain nombre de segments de la société irakienne. Quand je parle de désocialisation, on a même une destruction au sens vraiment littéral de la société des Irakiens, avec un régime bassiste, le régime de Saddam Hussein, qui va effectivement, dès la fin de la guerre du Golfe, étant en situation de retrait, de repli sur lui-même, instrumentaliser un certain nombre d'allégeances, de solidarité, de réflexes tribaux, mais aussi religieux, avec une instrumentalisation notamment d'une mouvance salafiste à qui finalement Saddam Hussein va donner des gages, et qui, alors un certain nombre d'imams, de prédicateurs radicaux vont avoir finalement un peu le libre champ et sont derrière un certain nombre de ces combattants, en tout cas la mouvance irakienne, salafiste irakienne, qui aujourd'hui occupe le leadership de l'État islamique. Je vais revenir là-dessus. Alors l'humiliation, c'est évidemment la rupture de 2003, pas uniquement parce que c'est aussi l'humiliation par rapport au régime. Pourquoi je dis ça ?
et là je reviens donc à la période des sanctions internationales de l'embargo, un certain nombre de ces salafistes irakiens qui vont prendre la tête de l'État islamique sont aussi des jeunes qui, comme je l'ai dit, avec la marge de manœuvre qui est la leur, entrent en dissidence déjà à l'époque, dans les années 90, contre le régime. On a une dissidence clandestine en fait qui s'organise de l'intérieur, et cette mouvance salafiste considère, et c'est écrit à longueur de communiqué, que le régime bassiste est aussi autant responsable finalement que l'occupation américaine du déclin de l'Irak, des situations terribles dans lesquelles se trouve le pays. D'où aussi l'objectif aujourd'hui, qui est un objectif historique pour les djihadistes, qui est celui d'attaquer finalement, de mettre à bas un certain nombre de régimes dans la région, y compris aujourd'hui le régime saoudien qui est directement à la ligne de mire des djihadistes. Donc le régime de Saddam Hussein, et je vais quand même revenir là-dessus parce qu'il est vrai qu'on retrouve un certain nombre d'anciens bassistes dans les rangs de l'État islamique, mais tout de même, il y a ce discours anti-régime, anti-système qui très tôt va être développé par ceux qui deviendront donc les leaders de l'État islamique. Alors l'humiliation, elle est triple. Elle est tout d'abord militaire. On a donc une occupation américaine qui commence en fait à travers un certain nombre de malentendus, d'incidents sur le terrain qui vont dégénérer et aboutir à un certain nombre d'affrontements qui culminent, en tout cas du côté sunnite, avec les 2 sièges militaires américains dans la ville de Fallujah, et qui vont vraiment définitivement asseoir cette humiliation sunnite face à une occupation américaine qui se passe mal, alors même qu'un certain nombre de ces sunnites, notamment à Fallujah, étaient partis au départ pour un dialogue avec les autorités occupantes, pour éviter justement le bain de sang. Et la deuxième humiliation, c'est l'association finalement très aveugle qui va être faite systématiquement entre l'ancien régime et ces sunnites qui finalement sont les premiers frappés par la débassification, qui est la politique de purge, et qui assez légitimement touche le cadre du parti, un certain nombre de collaborateurs directs de Saddam Hussein, mais qui va en réalité se traduire par une décapitation, si le terme est approprié ici, de l'État irakien, ses institutions, ses administrations, avec un certain nombre de sunnites qui ne se considèrent pas directement responsables des crimes de l'ancien régime, qui se retrouvent sans emploi, et c'est le cas notamment des officiers de l'armée, qui traditionnellement étaient venus de la communauté sunnite depuis l'époque ottomane et qui aussi se retrouvent sans solde à la rue lorsque Paul Bremer décide de démanteler l'armée, ce qui a été bien sûr une des erreurs fondatrices de cette période d'occupation et qui explique aussi assez largement cet assaut de l'État islamique en 2014, donc plus de 10 ans après. Alors l'humiliation, elle est politique parce que ces sunnites se trouvent aussi en marge du processus politique dès 2003, et Christophe l'a très justement dit, placé dans une position de minorité, puisque la coalition américaine va réorganiser le paysage politique irakien selon des lignes communautaires qui vont consister en fait à procéder par quota. Donc ces sunnites se trouvent de fait mis en minorité face aux chiites, vont réfuter ce statut de minorité, le rejeter sous l'argument que c'est aussi finalement une remise en cause de l'unité nationale irakienne. Mais ce stigmate minoritaire, ce stigmate aussi confessionnel qui leur est attaché, du fait de leur confession sunnite, va en fait se trouver au creux d'une expérience identitaire qui passe donc par le rejet de la présence occupante, par le combat armé qui devient un mode d'être, et ça c'est très vrai, en tout cas dans le milieu sunnite, et qui passe par aussi le boycott, la réfutation du processus politique qui est un processus illégitime. Et la violence confessionnelle qui s'instaure, elle s'instaure aussi au prisme de ce réordonnancement communautaire, puisque les sunnites vont percevoir finalement les chiites et les kurdes qui forment le plus gros de l'ancienne opposition et qui sont aux côtés des Américains, comme étant dans une logique de désunnification de l'Irak. Donc encore une fois, il y a une humiliation vraiment profonde sur différents volets, le dernier étant le volet économique dont on parle moins, parce que ces sunnites qui sont finalement mis en marge des institutions nationales et qui se retrouvent dans des provinces qui sont dépourvues de ressources, si on compare avec les ressources qui sont celles des Kurdes et des chiites du sud de l'Irak, vont aussi cultiver ce sentiment, nourrir ce sentiment de dépossession, donc cette opposition à un État et à des autorités provinciales chiites et kurdes qui sont finalement des usurpateurs, là où les sunnites traditionnellement occupaient le cœur du pouvoir en Irak. Alors,
cette humiliation, eh bien, elle se traduit assez logiquement par un sentiment de revanche qui va mûrir pendant 10 ans et qui culmine avec l'offensive de juin sur Mossoul, qui n'est pas une surprise en tant que telle, parce qu'en réalité on avait eu un premier assaut plus tôt en janvier sur les 2 villes de Falloujah et Ramadi. Symboliquement, 10 ans après les 2 sièges militaires de Falloujah, les dates sont très importantes, généralement choisies à bon escient par les djihadistes. On a un pourrissement de la situation. Là, j'ai parlé d'occupation, mais il est vrai qu'au terme du retrait des troupes américaines, dès le lendemain de ce retrait, on a un mandat d'arrêt qui est prononcé contre Tarek el-Hashemi par Maliki. Alors, Tarek el-Hashemi, ce n'est pas n'importe qui, c'est un frère musulman. C'est l'ancien secrétaire général du parti islamique irakien, qui a la tendance frériste en Irak. Et Maliki se lance dans une politique de suppression de tout leadership modéré. Parce qu'en s'attaquant à lui et en s'attaquant à d'autres frères musulmans, c'est aussi un processus de suppression de ce qui pourrait, ce qui a plus ou moins constitué et ce qui aurait pu constituer, en tout cas face aux djihadistes, une opposition modérée. Il n'y a plus aujourd'hui d'opposition modérée sunnite, et très justement, oui, il y a un certain nombre de marionnettes, en tout cas d'hommes politiques dans les rangs du gouvernement et du Parlement sunnite, qui ne sont pas représentatifs d'un certain nombre de revendications sunnites dans le pays. Donc on a un problème de leadership, sans compter que, comme je l'ai dit, beaucoup de sunnites finalement se sont projetés dans une identité plus nationale, enfin une aspiration plus nationale que communautaire, d'où les difficultés qu'ont eu ces sunnites à regrouper ou à reformer un leadership alternatif au régime de Saddam, bien qu'encore une fois, ces derniers n'étaient pas forcément des partisans de Saddam. Entre 2012 et 2014, à cette offensive fulgurante qui est, donc, comme je l'ai dit, en fait le résultat d'un long pourrissement qui est le fruit de l'occupation et la politique évidemment de Maliki, qui a été dans une dérive autoritaire très tôt et qui a, encore une fois, supprimé systématiquement ce leadership sunnite qui aurait pu faire obstacle à l'État islamique. Ça vaut aussi pour les tribus, parce que cette mouvance de la Sarwa qui s'est soulevée contre les djihadistes une première fois en 2007-2008 aux côtés de l'armée américaine, l'idée était d'intégrer ces combattants issus des tribus et les hommes qui s'étaient mobilisés contre les djihadistes au sein de l'appareil sécuritaire militaire. Rien n'a été fait. Maliki, au contraire, dès 2008, s'est lancé dans une entreprise d'éradication de la mouvance tribale, en allant démanteler les fameux conseils du réveil dans les différentes provinces sunnites. Ça a d'ailleurs commencé de manière très brutale à Diyala pour ensuite se poursuivre dans l'ensemble du pays. Donc ces tribus assez naturellement, qui avaient pris les armes contre les djihadistes en espérant en retirer des gains donc institutionnels et politiques dans un second temps, ont assez naturellement soit rejoint les rangs de l'État islamique, soit ont adopté une attitude de laisser-faire, de passivité. Alors je reviens à la dimension économique. Ce sentiment de dépossession, il a beaucoup joué donc, sur la question du pétrole, sur la question de l'absence des réformes économiques, mais ça c'est une revendication qui vaut en fait pour tous les Irakiens, mais notamment pour ces sunnites qui, encore une fois, sont en réalité, se sentent assiégés. Alors la Syrie vient changer les choses. Pourquoi ? Parce que soudainement, ces sunnites, y compris ces djihadistes qui se sentaient assiégés dans ces provinces sunnites, vont trouver une ouverture vers la Syrie qui va leur permettre de réaliser ce califat. Et je vais finir là-dessus pour laisser du temps à la discussion. La revanche, c'est le califat. Pourquoi ? Parce que le califat, on le voit avec cette conquête territoriale brutale des dernières semaines, des derniers mois, on est clairement dans une logique d'imitation des premiers siècles de l'islam, des conquêtes musulmanes et de soumission. Donc, de ce point de vue, l'aspiration des combattants salafistes, c'est bien entendu, comme le suggère de toute façon leur adhésion, c'est de s'inscrire dans les pas, dans la tradition des premiers compagnons du prophète et de conquérir. Et on le sait très bien, les conquêtes musulmanes des premiers siècles ne se sont pas faites de manière pacifique. Donc ils sont persuadés de s'inscrire encore une fois dans cette reproduction de l'histoire qui est une histoire glorieuse, avec l'Irak évidemment qui est au cœur du califat. C'est le califat abbasside, c'est l'âge d'or de l'islam, où tout cela est une symbolique très puissante qui explique aussi beaucoup le recrutement et l'impact, y compris en Occident, que ce projet politique a. Donc ça, c'est la revanche sur le plan militaire. Et cette revanche militaire, elle devait être brutale, donc ça passe par toutes les exactions, les massacres qu'on a vus. C'était vraiment l'idée d'asseoir de manière très forte, très puissante dans les esprits, ce nouveau califat qui s'instaure. Bien sûr, c'est la revanche politique, c'est la fin de l'État-nation,
D'ailleurs, les djihadistes parlent du nationalisme arabe et occidental, enfin, le nationalisme arabe plutôt comme l'ordure de l'Occident. Donc ce nationalisme qu'on a importé vers le monde arabe, c'est des États-nations fruits de la présence coloniale qui sont des ordures de l'Occident et auxquels doit se substituer le retour au pan-islamisme, donc au califat, à la solidarité, à la communauté, donc de vue et d'esprit de destin des Arabes au sein de l'islam et non plus au sein de ces nations, ces États-nations qui étaient finalement, et c'est vraiment dit comme ça dans leur propagande, qui sont les ordures de l'Occident. Et la revanche est économique, et on le voit très bien, avec tout ce système qui a été mis en place par les djihadistes, qui passe par le contrôle du pétrole, des réseaux de contrebande, des puits, des raffineries, tout ce qui est économique et qui relève de l'usurpation, en tout cas c'est décrit comme ça, hein, dans la propagandiste du groupe, doit revenir légitimement aux sunnites, à ce califat en l'occurrence, d'où cette conquête, d'où le racket systématique, d'où la restauration de l'impôt sur les non-musulmans, etc., etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a un projet en fait qui est très pensé, qui est le résultat d'un pourrissement, mais qui aussi dans ses modalités est un projet très pensé, très sérieux, d'où aussi le fait, et je vais finir là-dessus, qu'on l'a à mon avis largement sous-estimé. On s'amène à des débats de sémantique, là où encore une fois on est en face à un projet qui est très pensé. Et les leaders de l'État islamique sont des gens, pour l'essentiel, qui sont des gens particulièrement érudits. Alors le grand changement, je pense, c'est qu'effectivement on est passé à ces productions audiovisuelles très sophistiquées, mais aussi à une accessibilité linguistique de ces productions, parce qu'en réalité, jusqu'à un certain stade, c'est communiqué, ces productions étaient disponibles seulement en arabe, d'où, à mon avis, c'est mon interprétation, l'impact qui était plus modéré sur un certain nombre de combattants de l'Occident ou d'aspirants au djihad qui n'ont pas accès en arabe à ces ressources. Là, on est passé à un stade supérieur avec finalement des productions plurilinguistiques, mais pour revenir au début, en tout cas, de l'État islamique, ce qui a fait la différence avec les autres groupes djihadistes, c'était la maîtrise de l'arabe aussi par ce groupe. Et d'ailleurs, le premier émir du groupe, Abu Ammar al-Baghdadi, qui est mort en 2010, était particulièrement connu dans les rangs djihadistes pour son érudition, sa connaissance des textes, sa maîtrise de l'arabe. Et tout ça, bien sûr, a eu un impact très, très fort sur le recrutement. Voilà. Donc on est dans une logique de revanche qui est plurielle et qui évidemment ne va pas se résoudre seulement sur un plan militaire, mais qui se résout aussi sur un plan politique avec cette question de la réintégration des sunnites. Mais quels sunnites ? Parce qu'il est vrai que pour l'instant, on a finalement des figures politiques qui ne sont plus représentatives. Et on a un gouvernement, je vais finir quand même là-dessus, dont on a finalement fait l'éloge après l'éviction de Maliki. On pouvait se réjouir de l'élection de Maliki, mais en revanche, on a toujours des structures du pouvoir qui n'ont pas fondamentalement évolué. Abadi vient du parti Dawa, aura un certain nombre de pressions pour limiter l'ouverture qui sera faite envers les sunnites. Or, la clé, elle est là. Une ouverture et, encore une fois, un certain nombre de réformes institutionnelles et politiques qui réintègrent, qui réhabilitent les sunnites et qui donc les poussent à renoncer à la voie du djihad pour essayer de revenir vers le processus politique. Je vais juste finir sur une chose. Là, il y a une question un certain nombre de tribus qui sont déjà mécontentes avec ce qu'a annoncé le gouvernement de Bagdad et qui ont, pour l'anecdote, engagé un consultant américain pour les aider à former une région autonome parce qu'ils considèrent que finalement, alors sur le modèle de ce que font les Kurdes, en considérant que ce sera plus efficace non seulement pour lutter contre l'État islamique parce qu'ils n'attendent pas vraiment beaucoup ni en termes d'armement ni en termes d'appui de Bagdad. Donc on a de toute façon une partition, mais qui n'est pas forcément ce qu'on vous décrit souvent, à savoir l'éclatement de l'Irak. On a l'impression qu'on va avoir un Irak qui va en quelque sorte se déverser un peu sur tout le Moyen-Orient. Donc on a des processus en fait, de reconfiguration du territoire, et la tendance aujourd'hui c'est la régionalisation. Avec des Kurdes, effectivement, qui, par leur succès, même avec l'appui occidental, sont en train d'inspirer de nouveaux réflexes régionalistes, dont cette histoire de région sunnite pour, justement, essayer, comme tactique de combat contre l'État islamique. Voilà, merci. Merci pour ces interventions de haut niveau. On va devoir abréger pour les questions, donc on va prendre peut-être 3 questions maximum. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Ça va peut-être être plus facile comme ça, si personne n'a de questions. Peut-être que je peux me permettre de commencer dans ce cas-là. On a une question là-haut.
Quelqu'un d'autre, une autre question déjà ou pas? Oui, bonsoir et merci pour la présentation. La question que j'ai, c'est que on a l'impression qu'il y a une prise de conscience parmi les acteurs en Irak et régional qu'il y a un blocage dans les rapports de force et on sait à peu près tous qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le schéma issu de la crise. La question que j'ai, c'est est-ce que les acteurs en Irak et dans la région sont capables de convaincre leur propre camp de faire les concessions, que ça soit entre les communautés en Irak, que ça soit entre les Saoudites et les Qataris, entre les Saoudites et les Iraniens, de faire tout ce qu'il faut faire vraiment pour qu'il y ait une architecture régionale stable et voilà ma question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Toujours pas, peut-être qu'on va pouvoir répondre à ça. C'est vous qu'on... Ah, c'est une question ici. Ah. Tout à l'heure a été évoquée la question de la déstabilisation potentielle de la région occasionnée par le fait de fournir davantage d'armes aux Kurdes. Et je me posais justement la question de voilà, quels sont les enjeux d'un changement des rapports de force éventuellement en faveur des Kurdes. Si oui, quelles pourraient en être les conséquences à moyen terme dans les prochains mois, années? Dernière question. Vous avez évoqué dans vos présentations le fait que Téhéran a largement contribué, du moins de par son ascendant, au départ de Maliki, qui était relativement forcé. Est-ce que vous pensez qu'il nous faudra à nouveau l'accord de Téhéran et potentiellement une progression sur le dossier nucléaire pour faire partir Bachar el-Assad? Merci, bon courage. C'est assez simple. Je peux répondre d'abord sur la question qui est là, au moins sur la question des rapports de force, des changements. Le problème, c'est qu'effectivement, comme le disait monsieur, je crois que personne ne se fait confiance en Irak. Alors, il y a eu quand même une lumière en 2010 au moment des élections, parce que les sunnites qui n'avaient pas participé aux premières élections, en 2010, ont participé. Et donc là, il y avait une fenêtre pour faire participer tout le monde. Et ils ont participé parce qu'il y avait une liste qui a gagné les élections par rapport à celle de Maliki, quand même. Alaoui, il a gagné, et c'était une liste qui était laïque, clairement laïque. Le problème, c'est qu'elle s'est sunnisée, et que les chiites ont fini par quitter cette liste, et que Alaoui n'était pas honnête. Bah. Mais Maliki, de son côté, qui était en deuxième position, avait été obligé aussi de faire semblant de faire de décommunautariser sa liste. Il avait fait semblant, lui aussi. Donc il sentait bien que la tendance, c'était là qu'il fallait aller. Bon, Alaoui n'a pas su mener sa coalition, et pour récompenser, pour faire plaisir aux sunnites qui étaient venus, qui avaient participé pour la première fois aux élections et à la vie politique, il leur a donné tellement de postes que les chiites de son parti ont fini par dire bon, bah alors si c'est nous, sinon on ne les a pas, on s'en va, et puis voilà. Donc c'est devenu une liste sunnite, et donc c'était fini. Ils ne se font pas confiance. Les Kurdes ne font confiance à aucun arabe, qu'il soit sunnite ou chiite. Ça c'est clair, parce qu'ils savent, et Maliki a beaucoup joué sur cette carte-là, parce qu'il savait qu'il était critiqué par tout le monde, et spécialement par les sunnites, mais il savait que dès qu'il jouait la carte kurde, tous les arabes étaient d'accord avec lui. Donc il a joué cette carte de la confessionnalisation. Les sunnites se régionaliser, oui, mais à condition que l'État central leur donne une partie de l'argent du pétrole, parce que les provinces sunnites n'ont pas une goutte de pétrole. Elles seront peut-être, on va trouver du gaz. Ils en ont. Oui, il faudra l'exploiter. Une échelle Il y a un intéressante. conflit Voilà. Donc du côté de Boukhara, etc., n'est-ce pas, là, on espère trouver du gaz, très bien.
mais pour le moment, ça ne dit pas son homme. Donc il va falloir trouver, il faut que l'État central donne le pétrole. Les Kurdes jouent la carte d'autonomie parce qu'ils regrettent leur situation depuis le traité de Sèvres. Donc ça fait un certain temps qu'ils remâchent leur désappointement. Pour le moment, ils ont obtenu une situation favorable au sein de l'État central irakien, mais ils se gardent bien pour le moment d'en sortir parce que pour le moment, et ce qui se passe en ce moment ne risque pas d'accélérer la production de pétrole, les explorations de nouveaux gisements, etc. Pour le moment, ils obtiennent plus d'argent de l'État central que de leur pétrole. Alors pour le moment, ils ont encore besoin pendant quelques années, probablement pendant 3, 4, 5 ans, ils ont encore besoin de l'argent du gouvernement central. Ils ne peuvent pas faire une réelle autonomie définitive. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. La question, je ne prends pas parti pour l'une ou l'autre, je ne dis pas il faudrait pousser à ceci ou à cela. Je dis il faut faire attention que ce que nous faisons va avoir des répercussions. Les Kurdes, par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie, veulent s'emparer frénétiquement des territoires autonomes. Ces territoires sont aujourd'hui, ou étaient avant le dernier nettoyage opéré par l'État islamique, étaient occupés par beaucoup de chiites. Alors, certes, on nous dit, oui, mais ces Arabes, ils ont été importés par Saddam. Oui, bon, mais on ne peut pas systématiquement revenir à tous les problèmes qu'on se pose à chaque fois, qui était là, à quel endroit. C'est le problème du Kosovo. Oui, les Serbes étaient là avant. Oui, bon, puis à un moment, il y en a moins. Voilà. Et donc, si vous voulez, avec ça, c'est pareil. Il a importé du chiite. Bon, ben maintenant, il y a du chiite à Mossoul. Alors, comment on fait? On les met dehors? Voilà. Bon, il y en a quelques-uns, par exemple, il y a des Kurdes du chiite. Donc, j'attirais simplement l'attention sur le fait qu'il faut vraiment être prudent avec ce qu'on fait, parce que l'Irak est une, excusez-moi de la platitude de mon expression, c'est une poudrière, parce que je ne considère pas que l'incursion de l'État islamique, bon, c'est un phénomène aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés dessus, d'accord, mais je veux dire, c'est pas le... Encore une fois, je crois que tous les acteurs irakiens aujourd'hui sont déjà en train de prévoir l'après-État islamique. Quel bénéfice vais-je pouvoir tirer de l'après? Les tribus sunnites, clairement, ils se disent, bon, on va certainement pouvoir négocier une meilleure participation, un meilleur équilibre dans le gouvernement. C'est logique. Et tout le monde a des arrière-pensées, et donc il faut faire attention, il ne faut pas se laisser avoir par les... Il ne faut pas y aller trop naïvement. Ils ont tous des arrière-pensées, et leur but aujourd'hui, c'est pas tellement de jeter l'État islamique dehors, c'est de le faire dans des conditions qui leur permettent de réaliser leurs objectifs en interne. Aussi, si l'Iran se dote de la bombe, l'Arabie Saoudite le fera immédiatement. Et elle est prête, elle est dans les garages à Islamabad. Ils ont fait, eux, qui ont financé la bombe pakistanaise, et après tout, ça sera un retour sur investissement. Maintenant, croire aussi que l'Iran va un jour fabriquer la bombe comme ça, là, etc., et que c'est un peu naïf. C'est-à-dire que l'Iran est dans une stratégie régionale, même internationale, extrêmement longue, complexe, dont je pense qu'il ne dévie pas, qui est à terme la puissance, à terme la suprématie, mais à terme, et à quel terme, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, la course de vitesse, elle est entre la bombe et la société iranienne. C'est-à-dire que le sort, l'avenir du monde arabe se joue entre autres entre Iraniens. Est-ce que la société va péter à la figure du système avant, ou est-ce que le système va finir par obtenir ou la levée des sanctions ou la bombe, je ne sais quoi, enfin, pas la bombe, mais la capacité de la faire, c'est ça que veulent les Iraniens, la capacité de la faire. Eh bien ça, voilà, d'où ce dossier très technique, très pénible pour tous ceux qui le suivent, qui est l'histoire du nucléaire iranien, qui paraît comme ça abscon et qui est, mais dont leur donneur, on n'a qu'à leur donner cette bombe et puis on n'en parle plus, mais non, ça a trop d'implications, c'est trop compliqué. Quant à Bachar el-Assad, je pense qu'à terme, il fera les frais de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est capable de... Il ne faut pas croire qu'on ne se parle pas, on se parle. Si les avions américains peuvent traverser tout ce qu'ils traversent pour aller bombarder Raqqa et Kobané, c'est qu'il y a eu des... Si les avions américains ont permis de libérer le barrage de Mossoul, et plus encore à Merli, qui a été au sol
libérés par des milices chiites, commandés directement par la milice El-Quds, c'est-à-dire la force d'élite iranienne, c'est qu'on se parle. Est-ce qu'un jour on se parlera de Bachar en disant on vous laisse la Syrie, mais on ne peut plus, mais un autre que ce gars, peut-être. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, même les Iraniens peuvent certes déstabiliser Bachar, mais est-ce qu'ils ont un candidat de rechange? Est-ce que ça marche comme ça? Même je pense que Bachar tient la Russie, puisque la Russie ne le tient. Je veux dire, oui, la Russie, si elle laissait tomber ses livraisons d'armes, Bachar s'écroulerait, mais le problème, c'est que la Russie perdrait un asset, comme on dit, stratégique énorme, qui lui a permis de bloquer l'ONU depuis 3 ans. Et quant à monsieur, moi je suis assez pessimiste dans la capacité de chacun à expliquer à son public, voire à être convaincu lui-même des efforts qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, si elle va dans cette histoire, elle continue à massacrer les frères musulmans. On a vu, comme le disait Myriam, ça a été un désastre politique en Irak. Il aurait mieux valu avoir des frères musulmans comme interlocuteurs que Abou Bakr al-Baghdadi. Or, la vindicte de l'Arabie Saoudite envers le Qatar et les frères musulmans est plus forte. La vindicte de l'Arabie Saoudite envers l'Iran est plus forte que Daesh aujourd'hui, fondamentalement. Donc, je ne crois pas non plus, même en Irak, le système est construit de telle façon qu'un chef de parti puisse imposer à son parti une politique qui irait à l'encontre des intérêts des membres de ce parti. L'Irak est construit sur un système de rétribution. On donne des postes où les gens se servent pour se remplir les poches, mais pas seulement, pour aussi faire vivre toute une clientèle. Si vous commencez à retirer les postes en disant « écoute mon vieux, il va falloir qu'il y ait un sunnite à cet endroit-là », ou même pas un sunnite, mais le parti machin parce qu'il est sous-représenté, que ces gens prennent les armes, etc., et bien ça ne marche pas. Parce que ce type-là va immédiatement, vous déstabiliser un équilibre infernal. Et le problème, c'est que pour moi, l'Irak est une sorte de Liban avec des règles non tacites et non acceptées. C'est-à-dire, c'est comme un Liban où tout fonctionne sur des partages communautaires, ou un peu claniques et tribaux, mais le problème c'est que c'est accepté par tout le monde. Quant au Kurdistan, le problème aujourd'hui pour moi qui se pose, c'est pas qu'il y a un jour un Kurdistan indépendant, c'est qu'aujourd'hui sont en train d'émerger 2 Kurdistans. C'est le Kurdistan de Barzani et le Kurdistan du PKK. Le PKK, certes, prend des coups terribles en ce moment à Kobané notamment, mais celui qui se bat sur le terrain. Et il est en train de gagner un public qui est inimaginable. C'est-à-dire que les milices yézidis qui se forment, qui sont des Irakiens, en ce moment en Irak, sont complètement sur le modèle PKK. Ils sont formés par le PKK et sont fidèles au PKK. Beaucoup plus aux Kurdes, aux dirigeants kurdes d'Irak qui les ont quand même assez laissé tomber. Donc le Kurdistan de Barzani, dont on dit « Ah ouais, ils sont à plus qu'un millimètre de l'indépendance », mon œil, ils ont des problèmes eux-mêmes, c'est que les Yézidis sont en train de leur demander une région autonome. C'est-à-dire qu'ils sont même pas indépendants, qu'ils vont avoir des problèmes d'autonomie irrédentiste à l'intérieur de leur propre... Il y a même eu un projet régional autour de Kirkouk seulement. C'est-à-dire qu'après, il y a des projets même un peu plus locaux. Ouais. Je disais non, parce que comme quoi le régionalisme, vraiment, c'est le boom régional. Non, il y a même des projets autour de... Il y a eu un projet régionaliste autour de Kirkouk au moment justement de l'offensive de l'État islamique qui appelait en fait à faire de Kirkouk même... parce qu'une seule province peut, selon la Constitution de 2005, se constituer en région. Une seule suffit. À travers la tenue d'un référendum, et le gouverneur avait appelé à cela. Oui, parce qu'en plus, il y a Barzani et Talabani, parce que bon, le clan Talabani a perdu un peu, mais il y a quand même encore 2 clans, même à l'intérieur du JRK. Oui, puis on va découvrir qu'il y a des islamistes. Voir ça chez les Kurdes. Bon courage. Bon, on va devoir conclure. Merci à vous trois. J'aimerais bien que vous joigniez à moi pour les remercier de leur présence et on espère tous vous revoir bientôt pour une conférence Sciences Po Monde Arabe, évidemment. Merci beaucoup.
quel résumé